Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Onde de choc après la mort de Clément Méric, militant d'extrême gauche, victime d'un skinhead. L'auteur présumé des coups a été interpellé. Au total, 7 personnes sont en garde à vue ce soir. Les condamnations indignées de toute la classe politique s'accompagnent de demandes de dissolution des groupuscules d'extrême droite. Toute la journée, les hommages se sont succédés et de nombreux militants dénoncent ce soir toute récupération politique. Les détails dans ce journal. Et puis page spéciale dans le 22h ce soir sur une actualité internationale brûlante. Accélération des événements en Syrie, poursuite de la contestation en Turquie, troubles et crispations en Tunisie après l'action des Femen. Nous analyserons toutes ces situations avec nos invités ce soir, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et l'écrivain turc Nedim Gürsel tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Il avait 18 ans. Sa vie s'est arrêtée à l'issue d'une bagarre lors d'une vente privée de vêtements dans le quartier Saint-Lazare à Paris. Deux groupes que tout oppose se sont retrouvés hier après-midi. D'un côté, des militants antifascistes, de l'autre, des activistes d'extrême droite. Invectives, bousculade et un coup de poing fuse. Clément Méric s'effondre, percutant avec sa tête à un poteau métallique. Le jeune homme est décédé cet après-midi. François Hollande a condamné dès son arrivée au Japon l'agression, exprimant son soutien à la famille de la victime. Condamnation unanime de la classe politique ce soir. On voit tout cela avec Tam Tranui. Le chant des partisans, l'hymne de la résistance en adieu. Ce midi, ils sont une centaine à s'être rassemblés devant Sciences Po. C'est dans cette école qu'étudiait Clément Méric, militant antifasciste et proche du syndicat Solidaire. Son agression a été un choc pour ses camarades. Je l'ai croisé quelques fois, notamment dans fille, des fois on s'asseyait à côté, on discutait et c'est un choc de penser qu'on ne le verra plus, qu'on ne verra plus distribuer ses tracts. Toute la journée, le monde politique unanime a condamné fermement cette agression, à commencer par François Hollande en marge de sa visite d'État au Japon. La condamnation est la plus ferme qui soit. Et ces groupes qui, depuis trop longtemps, créent le désordre, doivent être réprimés. Le président de la République reste néanmoins prudent et attend les résultats de l'enquête. Dans l'hémicycle du Sénat, Jean-Marc Ayrault a affirmé lui vouloir tailler en pièces les mouvements fascistes et néo-nazis. Ce soir, François Fillon lui aussi veut leur dissolution si les liens sont avérés. S'il y a des liens qui sont démontrés entre cet acte et des groupuscules d'extrême droite, alors ils doivent être dissous. Toutes les formations politiques d'extrémistes qui appellent à la violence et qui utilisent la violence n'ont pas leur place dans la République. Quant à Marine Le Pen, elle a tenu à écarter tout amalgame entre le Front National et les agresseurs. La mort d'un jeune homme est terrible. Le Front National n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec cette agression. 7 personnes sont ce soir en garde à vue, parmi lesquelles l'auteur présumé du coup mortel, connu pour son appartenance à la mouvance Skin. Et toute la journée, les hommages se sont multipliés. D'abord devant Sciences Po, où Clément Méric était étudiant. Et puis en fin d'après-midi, un rassemblement s'est tenu place Saint-Michel. Quelques milliers de personnes se sont réunies au cœur de Paris. Des militants antifascistes sont arrivés au cri de Clément, Clément, Antifa pour antifasciste. Un rassemblement également très politique auquel participaient le Parti communiste, le NPA et le Parti socialiste. Mais de nombreux militants dénoncent une récupération politique et certains responsables ont d'ailleurs dû rebrousser chemin ou se sont fait siffler comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Anne Hidalgo. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. Clément, Clément, Antifa, Clément, Clément, Antifa. Ils sont arrivés en groupe pour déployer une large banderole place Saint-Michel, Clément à jamais l'un des nôtres. Les membres du groupe Action antifasciste auquel appartenait Clément Méric ont pris la parole en premier, pointant du doigt la montée de l'extrême droite en France. Cet assassinat est politique. Pour honorer sa mémoire,
et empêcher toute récupération politicienne. Nous continuerons le combat aux côtés de tous les gens concernés. Dans la foule, des camarades de Clément Méric et des anonymes venus lui rendre hommage, mais surtout des militants de mouvements de gauche et d'extrême gauche. En premier lieu, c'est montrer ma solidarité avec tous les proches de Clément, qui a été assassiné hier par des nazillons qui l'ont tabassé à mort. Et aussi montrer à tous ceux qui aujourd'hui sont contre le mariage pour tous, sont contre l'égalité des droits pour tout le monde, sont contre une société progressiste, qu'on ne les laissera pas passer. Plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement, mais certains ont préféré rebrousser chemin, accusés de récupération, comme la candidate socialiste à la mairie de Paris, Anne Hidalgo. Il y a eu quelques cris, mais c'était vraiment pas majoritaire. On a parlé d'une partie de gauche toute la nuit avec les amis justement de Clément pour que ça se passe bien. L'important, c'est qu'on était réunis tous, syndicats, associations, partis politiques de gauche, pour dire que on ne supporte pas ça. D'autres rassemblements ont eu lieu dans toute la France. En tout, plus de 15 000 personnes se sont rassemblées en hommage à Clément Méric. Et au centre de l'attention ce soir, les JNR, acronyme de Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Ce groupuscule d'extrême droite a tout de suite été pointé du doigt par des responsables du parti de gauche après l'agression de Clément Méric. Alors les JNR, par la voix de leur leader Serge Ayoub, nient aujourd'hui toute implication dans le drame, mais la nébuleuse des groupuscules d'extrême droite est très vaste. On voit tout cela avec Julie Hulin. Le militant d'extrême gauche violemment frappé par un skinhead est finalement décédé. Derrière cet acte, l'ombre d'un groupe d'extrême droite, les JNR, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, mouvance de l'organisation Troisième Voie. À sa tête, Serge Ayoub, surnommé Batskin. Sa devise, croire, combattre, obéir. Par l'union sacrée que nous constituons, que nous allons inverser ce rapport de force. Et ce jour-là, nous pouvons te jurer que notre force sera votre loi. Combien sont-ils? Troisième Voie, Bloc identitaire, œuvre française, GUD, une extrême droite en perpétuelle évolution extrêmement morcelée. Selon un rapport des renseignements généraux de 2005, les groupuscules d'extrême droite représenteraient en France 2500 à 3500 militants ou sympathisants. Combien sont-ils aujourd'hui? Difficile, voire impossible à comptabiliser. Parmi les différents mouvements, les identitaires, les néo-nazis, les ultranationalistes ou encore les hooligans. Peut-on les dissoudre? Le droit de dissolution s'appuie sur la loi du 10 janvier 1936. Elle visait alors à combattre les ligues fascistes menaçant de renverser la République. Extrême gauche, extrême droite, régionaliste, depuis cette loi, 92 organisations ont disparu. Des dissolutions de plus en plus rares car difficiles à justifier et un acte symbolique qui n'a jamais empêché les plus motivés de former de nouveaux groupes. Et à propos justement de ces groupuscules et de leur éventuelle dissolution, le ministre de l'Intérieur se montre très prudent ce soir. Manuel Valls affirme que tout sera fait pour dissoudre ces groupuscules, mais dans les faits, il reconnaît qu'il faudra du temps et des preuves. On l'écoute ce soir aux 20h de France 2. Nous ferons tout, comme l'a rappelé Jean-Marc Ayrault, pour dissoudre ces groupes qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République, mais là encore, en respectant les procédures. Nous sommes dans un état de droit et pour dissoudre ce type de groupuscule, il faut établir des faits, il faut des confrontations. Groupuscule de droite et de gauche, comme le réclame Jean-François Copé? Je crois que ce n'est pas le moment de faire des amalgames. Ce sont des groupes d'extrême droite qui, depuis des mois, portent ce discours de haine. Il ne faut pas confondre ce discours avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre le fascisme. Et c'est à la justice de qualifier à présent cet acte, estime Manuel Valls. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce drame. Et comme je vous le disais dans les titres, nous allons consacrer à présent la suite de ce journal à la situation internationale. Accélération des événements en Syrie, poursuite de la protestation en Turquie avec des milliers de manifestants qui occupent de nouveau ce soir, en ce moment, la place Taksim. Et puis, crispation en Tunisie après l'action des Femen. On va analyser toutes ces situations avec nos invités, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et l'écrivain turc Nedim Gürsel. Mais d'abord, on s'arrête un instant sur l'évolution de la situation en Syrie avec Sandra Serkera. Plus que jamais, la contagion du conflit syrien est en marche. Kousseir, ville près de la frontière avec le Liban, a été reprise par les forces de Bachar al-Assad. Et des roquettes ont atteint la ville libanaise de Baalbek, de quoi alimenter les craintes des Libanais de voir le conflit syrien dépasser les frontières.
Je dis au groupe armé, les roquettes ne différencient pas un réfugié syrien d'un résident libanais, un chrétien d'un musulman, un chiite d'un sunnite. Pour cela, leur message envoyé va dans le mauvais sens. Pour José Manuel Barroso, la communauté internationale ne peut rester sans agir. L'Union européenne, qui est déjà le principal donateur humanitaire de la Syrie, a décidé aujourd'hui de dégager davantage d'argent. L'aggravation de la situation requiert des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi nous allons débloquer une aide tant humanitaire que non humanitaire, mobilisant pour cela 400 millions d'euros supplémentaires pour la Syrie et les pays voisins, en particulier le Liban et la Jordanie. Autre pays menacé par le conflit syrien, Israël. Des combats opposent soldats et rebelles syriens dans le secteur de Kounetra, sur le plateau du Golan, une zone hautement stratégique, seul point de passage entre Israël et la Syrie, deux États officiellement en guerre. Selon certaines sources, des soldats syriens ont été évacués vers des hôpitaux en Israël, preuve pour beaucoup que la guerre en Syrie se répand dans toute la région. Et sur cette actualité internationale, nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre des Affaires étrangères, avec nous également l'écrivain turc Nedim Gürsel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes également l'auteur notamment de ce roman, L'Ange Rouge, pour lequel vous avez reçu le prix Méditerranée. Alors messieurs, d'abord parlons de la Syrie. Hubert Védrine, après avoir avancé les preuves d'utilisation de gaz sarin en Syrie, je précise de manière localisée et en quantité limitée, Paris pousse à l'action, mais nous sommes bien seuls. Vous savez, cette horrible tragédie syrienne, c'est épouvantable sur le plan humain, quand on pense aux quelques 100 000 morts, etc. En même temps, c'est une démonstration cruelle de l'état réel du monde. Parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que ça dure. Les Occidentaux et d'autres, les Turcs, etc., peut-être les Saoudiens et les Qataris, avaient cru que Assad allait tomber facilement, comme Ben Ali et Moubarak. Ils avaient gravement sous-estimé l'extrême complexité syrienne, le fait que beaucoup de gens en Syrie trouvent abominable la guerre civile actuelle et craignent énormément un régime sunnite extrémiste éventuellement après. Bon. Bref, c'est une démonstration d'impuissance terrible, qui ne concerne pas spécialement la France en particulier, hein, parce que les Qataris et les Saoudiens n'ont pas atteint leur objectif. La Turquie a cru pouvoir jouer un rôle à un moment donné, et ça n'a pas marché. Les Américains avancent, reculent, sont extrêmement prudents. La France et la Grande-Bretagne, ils sont plus allantes que les autres Européens, n'arrivent pas à convaincre les autres Européens qu'on pourrait livrer plus d'armes sans que ce soit dangereux, etc. Donc vous voyez, si on voulait montrer que toutes les formules creuses comme communauté internationale, etc., ne fonctionnent pas. Et les Occidentaux, même quand ils sont déterminés, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils sont divisés entre eux là, ils ne peuvent pas prétendre parler au nom de la communauté internationale, puisqu'au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine mettent le veto. Alors on peut être scandalisé par ça, mais du coup, on n'est pas la communauté internationale si on ne représente pas tout. Donc si on voulait avoir une démonstration cruelle du fait que toute l'idée qu'on se fait de notre rôle, intervenir, ceci, cela, gérer le monde, c'est fini, quoi, tout ça. C'est fini. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout, mais je réponds brutalement à votre question. Impuissance donc, impuissance aussi, vous l'avez dit, des États-Unis, le concept impuissance générale. Je n'ai pas dit ça sur la France en particulier. On reviendra sur la France, les États-Unis, le concept de ligne rouge d'Obama n'a jamais existé finalement. Il était infondé, il y a ce que l'on dit et ce que l'on peut, ce que l'on veut faire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce que de toute façon, il y a des tas de morts dans des conditions abominables depuis le début. C'est vrai, ça choque l'esprit, les morts par le gaz de combat, etc. Mais les autres sont morts aussi dans des conditions affreuses. Alors je ne comprends pas pourquoi Obama a parlé de ligne rouge à un moment donné s'il n'était pas déterminé à agir dès lors que ces lignes étaient franchies. Agir soit une intervention massive, soit une action de neutralisation des dépôts, etc. Donc là aussi, il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas mentir aux gens qui souffrent et qui espèrent en annonçant des interventions qui ne sont pas tout simplement pas crédibles. On sait très bien que ce que gère Obama, ce n'est pas la tragédie syrienne. Il est en train de gérer les séquelles des guerres de Bush, Afghanistan, Irak. Il ne veut surtout pas se réengager dans autre chose, même quand c'est très 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 légitime. Libye, Mali, il apporte un soutien de l'extérieur, limité. Et il est en train de se concentrer sur les immenses défis asiatiques pour les États-Unis. La dernière chose qu'il a envie, c'est de se réengager là, ou d'être, j'ajoute d'ailleurs hors sujet, ou d'être obligé un jour de frapper l'Iran,
parce que l'Iran, décidément, aurait été trop absurde, trop provocateur, et que c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. C'est ça la réalité du monde actuel. Donc tout ce courant de pensée qui ressort à cause de la souffrance, et je le comprends, en disant mais on ne peut pas de rien faire, oui, mais on fait quoi avec qui? Vous voyez? Donc c'est terrible d'avoir à dire ça, parce que je suis même gêné d'avoir à le dire. Mais vous ne m'invitez pas pour que je raconte des sornettes. Bon. Non. Donc voilà, et vous dites voilà l'état des choses. L'état des choses. Nedim Gürsel, dans ce concert international, la Turquie a aussi beaucoup poussé justement pour une intervention en Syrie. Est-ce que vous pensez que la diplomatie turque a fait ce qu'elle avait à faire? Bon, c'est vrai qu'il s'agit d'une grande tragédie, mais je pense que la Turquie s'est un peu trop engagée du côté de l'opposition. Est-ce que c'était vraiment dans l'intérêt de la Turquie, qui est certes une puissance régionale, mais qui n'a pas d'abord les moyens d'intervenir militairement? Et M. Erdogan s'est engagé beaucoup plus que M. Barack Obama, ce qui me surprend, d'autant plus qu'il y a encore un an, peut-être un peu plus, qu'il organisait des réunions de gouvernement en commun avec Bachar el-Assad. Ils se promenaient sur le Bosphore ensemble. Il ne faut pas oublier cela. Mais les volte-face ont été très rapides dans différents pays par rapport à nos dirigeants. La Syrie est notre voisine. Assad est un dictateur, un homme politique sanguinaire, mais la Turquie ne peut pas intervenir seule. Alors pourquoi cet engagement jusqu'au bout, beaucoup plus que les Américains? La question se pose. Elle se pose. Je voudrais ajouter une chose, qui est que quelque chose qui n'a pas fonctionné du côté de la coalition des insurgés, des rebelles, des combattants, ces gens qui ont pris tellement de risques et qui le payent si cruellement, mais la population civile aussi. S'ils avaient réussi à s'organiser, vous voyez, et si toute une série de leaders syriens modernes, laïques, que l'Occident aimait parce qu'ils vivaient à Paris ou à Londres ou ailleurs, à Berlin, bon, dans beaucoup d'endroits, s'ils avaient réussi à créer une coalition crédible. Pourquoi n'ont-ils pas réussi par rapport à d'autres pays? Des ambitions Vous êtes obligés comme nous de le constater. Ils n'ont pas réussi. Il n'y a pas de leader qui se soit imposé. La Syrie a des appuis importants dans la région. Il y a l'Iran. Oui. C'est quand même un facteur déterminant. Mais je pense que ça s'ajoute. Parce qu'au point de départ, déjà, la coalition n'a pas réussi à se constituer de façon dense. Donc il n'y a pas une coalition avec un leader incontesté, crédible, capable de dire, quand le régime sera tombé, nous donnons notre garantie que les populations alaouites ne seront pas inquiétées. Peut-être qu'on va juger ceux qui étaient liés au régime, mais ils ne peuvent pas dire ça, parce que ce n'est pas crédible, ils n'y arrivent pas. Et donc l'ensemble des minorités en Syrie qui ont peur de la suite hésitent. Ils n'arrivent pas non plus à dire la Russie a tort d'aider le régime Assad, parce que nous souhaitons avoir, nous après, nouveau régime, des relations normales avec la Russie. Ils n'arrivent pas à dire ça de façon crédible. Donc à un moment donné, pendant tous les mois écoulés, vous voyez, quand il y avait des réunions de la coalition et de la Turquie ou la France ou d'autres, les États-Unis essayaient de les pousser à s'organiser, ça n'a pas pris en fait. Ça n'a pas pris. Peut-être parce qu'il y a énormément de groupes en Syrie qui ont peur de basculer dans la suite. Un pays, une puissance. Donc c'est pas simplement la question des autres puissances, vous voyez. Il y a une question interne aussi. Interne également. Une puissance a fait son retour remarqué et en force sur la scène internationale, la Russie, Moscou, qui s'est rendu indispensable, y compris pour la possible conférence internationale sur la paix dite Genève 2. Comment expliquer ce retour en grâce, en force? Pas en grâce, non. On attend beaucoup d'eux. Non, mais la Russie a gardé une sorte de, on va dire, pouvoir de nuisance résiduelle. Et le Conseil de sécurité, on a besoin d'elle pour ratifier une résolution chapitre 7, ce qu'elle fait dans certains cas, Libye, Mali. Là, non. Donc peut-être parce qu'elle a la base de Tartous, peut-être parce qu'elle veut vendre des armes, peut-être parce que c'est le dernier point d'appui au Proche-Orient, peut-être parce que Poutine croit à ce qu'il dit quand il raconte qu'un régime extrémiste sunnite réveillerait la contestation islamiste dans le Caucase et ailleurs aussi. Peut-être d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels l'opinion publique le soutient aussi. Il est contesté sur d'autres points, mais il est soutenu là-dessus. Il y a tout un mélange. Donc si les Occidentaux avaient réussi dans leur première politique, plus celle Qatar-Arabie, c'est-à-dire que le régime tombe facilement, après on serait dans une autre situation. Mais comme ça n'a pas marché, Obama, qui est un réaliste froid, il dit à John Kerry, écoute, essaye, il faut essayer quelque chose avec les Russes. Donc tous les Européens qui veulent pas ça parce qu'ils détestent Poutine pour des tas de raisons, mais qui mélangent sans arrêt l'affect, quoi, et vous voyez, et les relations internationales, ils constatent que les États-Unis tentent ça. Moi, je pense qu'il faut aider les États-Unis, en tout cas les soutenir, les encourager.
Oui, On n'a cette rien à perdre. conférence de paix, c'est une vraie chance J'en sais rien, mais pour la paix. aucune autre solution ne marche. Inapproprié en ce moment. Aucune autre solution ne marche. Une conférence pour la paix, c'est une conférence pour impliquer les protagonistes. Est-ce qu'il faut exclure de cette fameuse conférence pour la paix, eh bien, l'une des puissances régionales, un des acteurs régionaux en tous les cas, l'Iran, comme le dit la France? Il faut l'exclure de ces discussions? Non, je dois dire que là-dessus, j'ai une nuance avec mes amis, c'est que qui ne portent pas d'ailleurs sur la Syrie en particulier. Je pense que quand on fait ça, c'est pas pour le plaisir. C'est pas une distribution des prix, une conférence. Hein, c'est pas une réunion académique. Si on fait une conférence, c'est qu'on cherche à impliquer dans une conférence les parties prenantes, donc ceux qui se combattent, même les pires d'entre eux. Il faut discuter avec ses ennemis alors. Avec qui d'autre? À quoi ça sert de discuter avec les amis? Ils ont été impliqués militairement dans le conflit. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas, à la conférence de Genève, un siège? Je ne dis pas qu'il faut les mettre par plaisir au début, mais je pense qu'il ne faut pas exclure l'intérêt qu'il y aurait, en accord avec les Américains, à les impliquer, puisqu'il s'agit de les impliquer, de les mettre dans un engrenage qui ne va pas conduire à la paix demain matin, mais on ne peut pas ne pas tenter ça, puisque rien d'autre ne marche. Alors, je le disais tout à l'heure, des milliers de manifestants sont de nouveau ce soir sur la place Taksim à Istanbul, en Turquie. Nedim Gürsel, comment vous expliquez, cela fait 7 jours à présent que ce mouvement a débuté, comment vous expliquez cette lame de fond qui est née sur cette place Taksim, vous? Écoutez, moi je m'y attendais, contrairement à beaucoup d'autres. Vous l'avez écrit, on va ressortir les écrits. Oui, je l'ai écrit, c'est exact. C'est un mouvement de contestation contre un gouvernement, contre la dérive autoritaire d'un gouvernement qui voulait, entre autres, imposer un mode de vie, selon ses propres termes, musulman et conservateur. Notre Premier ministre, M. Erdogan, voulait, selon ses propres termes, une jeunesse musulmane et conservatrice. Il a eu le contraire. Quel signe Cela me paraît tout à fait normal qu'il y ait une réaction quand un pouvoir politique, quel qu'il soit, veut décider de ce que la population va manger, de ce que la population va boire, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle ne doit pas faire. On va rappeler qu'il y a eu des limitations de la vente de boissons alcoolisées récemment, des intrusions moralisantes dans la vie des citoyens. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, et la jeunesse s'est révoltée car parmi les manifestants, les jeunes étaient très nombreux, notamment les lycéens, mais il y a eu aussi de la part de la société civile une réaction. Donc moi j'analyse ce mouvement contestataire de grande envergure, car il ne faut pas oublier que tout ne s'est pas passé à Istanbul. Il y a eu dans plus de 50 villes de Turquie des manifestations, et notamment des gens qui sont descendus dans la rue avec des casseroles pour protester contre le gouvernement. Et M. Erdogan, avant de partir dans les pays du Maghreb, a dit qu'il s'agit des casseurs et des pillards. Ça a choqué l'opinion. Tout à fait. Évidemment. Ça, il fallait au moins éviter de dire ça. On peut peut-être noter qu'Erdogan utilise la même rhétorique qu'il dénonçait chez Bachar al-Assad. Il parle de ces manifestants comme de terroristes. Comment vous décririez, Hubert Védrine, l'exercice du pouvoir d'Erdogan? C'est un pouvoir autoritaire, personnel? Il semblerait qu'il le soit de plus en plus. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que les gouvernements islamistes arrivent au pouvoir dans les pays arabes par des élections, ne peuvent plus utiliser le concept de modèle turc. C'est utilisé, par exemple, en Tunisie, vous voyez, comme référence. On va préciser que le chef du parti islamiste, Rached Ghannouchi, parlant de la Turquie, a parlé de l'expérience turque, qui est un modèle, a-t-il dit. De toute façon, je pense que c'était inexactement, parce qu'on ne peut pas comparer un pays qui a été brutalement laïcisé et modernisé par Atatürk, et avec un parti qui cherche à réislamiser, à la fois de façon directe et comme ça, subreptice, avec la situation des pays arabes où ça n'est jamais arrivé. Donc de toute façon, la comparaison était bancale avant. Mais en plus, là, compte tenu de la contestation qui se lève, qui à mon avis n'a rien à voir, je crois que vous êtes d'accord d'ailleurs, avec les pseudo-printemps arabes, je crois que c'est un phénomène complètement différent d'usure du pouvoir. De toute façon, donc, c'est une aventure différente. C'est un pays différent et la suite est différente. Oui, Nedim Gürsel, ce modèle turc. D'abord, voilà, ce modèle turc a quand même montré ses limites. Oui, mais il a montré en quoi consistait ce modèle turc. C'est un islam modéré, compatible avec la démocratie. Et la modernité. Oui. Et la modernité. Avec le temps,
car l'AKP est au pouvoir en Turquie depuis plus de 10 ans, avec le temps, on a constaté que ça avait des limites, qu'il y a eu de la part du gouvernement une volonté d'islamiser la société et la démocratie a commencé à en souffrir. Donc Erdogan, il veut mettre à bas l'héritage d'Atatürk, c'est bien cela? Il veut détruire l'héritage d'Atatürk? Il n'a pas, à mon avis, cette idée-là, car il sait que l'héritage d'Atatürk reste quand même très ancré dans notamment les idées républicaines, mais parfois il essaie de les contourner, de le contourner, cet héritage. Le problème qui se pose par rapport au modèle turc, à mon sens, c'est la démocratie. Est-ce que la démocratie telle que nous la considérons en Europe avec ses valeurs est compatible même avec un islam modéré? C'est la grande question. C'est la grande question. Et en Turquie, les événements récents ont montré que ce modèle-là avait des limites, parce qu'il y a eu une réaction de la part de la société, une revendication démocratique contre ce modèle. Donc on ne peut pas rapprocher ce qui se passe en Turquie avec le modèle turc, avec le printemps arabe. Mais la référence au mois de mai me semble un peu plus probable, car il y a dans les deux cas une révolte de la jeunesse mai 68. contre, mai 68, contre les mœurs, c'est-à-dire contre, disons, une certaine forme de conservatisme. Là, peut-être qu'on peut faire un rapprochement. Et le slogan de mai 68, c'était 10 ans, ça suffit. Oui. Ben voilà, ça tombe bien. Et moi, je pense aussi que 10 ans avec l'AKP, ça a suffi. Maintenant, je ne sais pas quel impact politique auront ces événements dans le proche avenir, mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre, M. Erdogan, a beaucoup perdu de son prestige. Et peut-être une chose aussi à dire, c'est que donc la Turquie a été présentée comme un modèle, on l'a dit, pour les pays arabes et pour la Tunisie. Ce n'est plus un modèle aujourd'hui. C'était présenté comme un modèle par les partis islamistes. Par les partis islamistes. Peut-être ce n'est plus un argument, on va dire. Par l'armée égyptienne, peut-être, en pensant à autre chose, à une autre partie du modèle. Là. Bon, en fait, chacun est sur sa propre trajectoire. Déjà, printemps arabe, c'est un terme abusif, c'est une généralisation. Il y a des situations complètement différentes d'un pays arabe à l'autre. Et l'affaire turque est encore différente. Et n'oublions pas que c'est un pays qui est toujours dans un processus de négociation laborieux, mais qui est ouvert avec l'Union européenne. Et nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hubert Védrine, merci Nedim Gürsel. On arrive à la fin de ce journal, mais avant de conclure cette édition, une dernière information. François Fillon, qui était l'invité ce soir de l'émission des Paroles et des Actes sur France 2, annonce être candidat à l'élection présidentielle de 2017. L'ancien Premier ministre précise qu'il se présentera, je cite, par devoir et non par envie, et ajoute qu'il maintiendrait sa candidature à la primaire UMP, même dans le cas où Nicolas Sarkozy choisirait de revenir dans la vie politique. Voilà pour toutes ces informations. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une douce soirée. À lundi, avec plaisir, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui, comme chaque mois, établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Et ce mois-ci, nous sommes venus à la rencontre d'étudiants en prépa littéraire, ici, au lycée Hélène Boucher, à Paris, dans le 20e, et nous allons parler d'immigration. Nous allons décrypter ce thème sur différents plans, le plan humain mais aussi sur le plan politique. Est-ce que quand on parle d'immigration, qu'on soit de gauche ou de droite, ça a la même valeur? Et puis sur un plan plus économique, est-ce que ça coûte? Est-ce que ça rapporte? Et enfin, quid de l'immigration dans un monde globalisé? Les frontières ont-elles encore un sens?
Les étudiants seront éclairés et pourront interagir avec notre invitée ce mois-ci, la ministre déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui. Allez, immersion. Merci d'être là. Je voudrais qu'on aborde la question de l'immigration d'abord sur un plan plus personnel, plus intime. C'est quoi un immigré pour toi, Marie? Déjà, moi, je considère un peu qu'on est... On pourrait dire qu'on est un peu tous des immigrés parce qu'on a tous dans notre... Enfin, peut-être pas tous, mais dans la majorité, on a quand même quelqu'un dans notre famille qui venait d'un pays X ou Y et qui finalement s'est retrouvé en France il y a 4 générations, 5 générations. Donc du coup, on vient tous de partout et de nulle part en même temps. Donc... Et toi, dans ta famille? Moi, c'est mes grands-parents qui étaient italiens. Une richesse, ça représente une richesse, une fierté, oui. Quelque chose qui t'anime? Pour moi, oui, clairement, une richesse, une fierté aussi. Parce que se dire qu'on, dans sa famille, on a changé de pays, changé de culture, et surtout dans des époques un peu difficiles, parce que mes grands-parents sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, pour moi, ça c'est une richesse de se dire qu'ils ont réussi à s'en sortir et de voir où ma famille en est arrivée maintenant. Naomi, quand on parle de l'immigration, qu'est-ce que ça t'évoque? Tout d'abord, moi, ça évoque ma famille, parce que j'ai des origines étrangères. Et j'ai ma grand-mère qui vient du Vietnam et mon grand-père qui vient d'Inde. Et donc, c'est des... oui, c'est des racines qui m'apportent une grande richesse dans la culture en général et dans ma vie, dans ma façon de voir les choses. Et ça m'évoque des problèmes d'actualité. Clara, quand on entend Naomi qui parle de l'immigration comme ça, en ouvrant cette émission, à la fois sur un plan personnel, ça représente une richesse. Et dès que c'est un sujet plus de société, on en parle comme un problème. Si on pose aujourd'hui le problème de l'immigration, c'est parce qu'il y a des gens qui ont du mal à vivre, entre parenthèses, avec des étrangers, ceux qui considèrent comme étant des étrangers, alors que d'autres, justement, considèrent ça comme une richesse. S'il y a un problème avec l'immigration, c'est vraiment celui de l'intégration, parce qu'en soi, un immigré qui est arrivé en France, qui s'est intégré et qui a pris la nationalité française, il va uniquement apporter sa culture et son travail à la France. Il n'y a pas de problème en soi avec l'immigration. Le problème, c'est qu'il faut réussir l'intégration et que c'est que comme ça qu'on peut se permettre de continuer une immigration forte. Yamina Benguigui, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez lorsque chacun parle de sa vie personnelle, de son histoire, de ses racines? Il y a tout de suite le mot richesse et fierté qui ressort. Et par contre, dès qu'on aborde la question de l'immigration, on adosse le mot problème puisque le mot question d'immigration. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. L'immigré comme une personne intégrée n'était pas pensé dans la tête des politiques, ni même quelque part du français. L'immigration de travail n'avait pas vocation à se stabiliser dans la société d'accueil. Lorsqu'on décide de déplacer les femmes, on a changé l'immigration de travail en immigration de peuplement. On n'a pas vu les problèmes d'école, on n'a pas vu les problèmes de logement. On a aussi créé des ghettos parce qu'on a mis dans des tours les familles par rapport à leur langue maternelle. Vous parlez Wolof, je vous mets dans la tour du Wolof. Vous parlez kabyle, arabe, etc. On doit faire avec tous ces paramètres. On va revenir sur toutes ces questions historiques et sur les différentes politiques d'intégration et d'immigration. Mais je voudrais qu'on revienne à quand le mot apparaît finalement dans notre langage. C'est plutôt au moment où apparaissent les locomotives, les déplacements de population. C'est la fin du 19e siècle. On va regarder comment l'histoire de l'immigration s'est dessinée en France. L'immigration telle qu'on l'entend aujourd'hui commence au début du XXe siècle, alors qu'on est en phase d'industrialisation, que le taux de fécondité est au plus bas et qu'on manque de main-d'œuvre. C'est des populations des pays voisins. Il faut voir qu'en 1900, le plus fort contingent étranger, ce sont les Belges. Et juste après, c'est les Italiens. Puis, on a besoin d'immigrés pendant la guerre pour travailler dans les usines et remplacer les Français partis au front. En 14-18, on fait appel aux colonies d'Indochine et du Maghreb. Et on en a encore besoin après, entre deux guerres. Les entreprises réclament de la main-d'œuvre pour reconstruire le pays en ruine. Les industriels français affrètent des trains
qui vont en Pologne, qui vont en Hongrie, qui vont en Yougoslavie pour recruter des travailleurs. Dans les années 30, les immigrés représentent 6% de la population en France, un chiffre record. Puis, on bloque tout. Sous le régime de Vichy, outre l'antisémitisme, il est interdit pour les étrangers de circuler librement. Mais après ça, rebelote. L'État ouvre ses frontières, des Espagnols mais aussi des Portugais et des Maghrébins sont accueillis, les bras ouverts, pour aider à la reconstruction. Jusqu'à la crise, les chocs pétroliers, le chômage. À partir de 1974, changement radical, la France de Valéry Giscard d'Estaing met alors 3 méthodes pour freiner l'immigration. Le premier contrôle, c'est les visas. Le deuxième contrôle, c'est de ne pas donner de carte de séjour quand les personnes le demandent. Et puis le troisième contrôle, c'est de renvoyer la personne dans son pays quand elle a été interpellée, éventuellement en situation irrégulière. Plusieurs méthodes qui provoquent un effet secondaire, une immigration d'un nouveau genre. Du fait de la fermeture des frontières, au lieu de faire un assez court séjour en France, ceux qui sont là ne peuvent pas être remplacés, donc ils restent. Et au bout d'un certain temps, en 1978, ils demandent à ce que leur famille les rejoigne. C'est le regroupement familial. La France se retrouve contrainte par la Convention européenne des droits de l'homme à accueillir les familles des immigrés déjà installés en France. C'est là qu'on commence à parler d'intégration. Pas toujours bienvenue dans une société française en mal d'emploi. La France giscardienne, puis la France mitterrandienne, n'ont pas véritablement pris en considération ces problèmes d'intégration. Et en 1983, une certaine jeunesse se soulève, c'est la marche des beurs. La marche des beurs est la conséquence de crimes racistes, d'une ambiance absolument délétère, de l'émergence, on commence à en parler du Front National avec l'élection de Dreux en 1983. C'est la première revendication des enfants de la première ou deuxième génération que la France découvre. Un an après, plus organisé, plus politisé, naît SOS Racisme. La main jaune comme emblème, touche pas à mon pote comme slogan et quelques personnalités médiatiques comme soutien. L'immigration devient un sujet sensible et s'impose comme un thème politique instrumentalisé par différents partis pour gagner les suffrages d'une France aux multiples visages. Marc, quelle est ta lecture par rapport à la question si on l'aborde sur un plan politique pur? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont différentes selon que les politiques soient de droite ou soient de gauche? Pour moi, je pense que le problème n'a pas été pris à bras-le-corps, autant par la gauche que par la droite. Sur des aspects plus symboliques ou plus médiatiques, je pense que le matraquage sur la question des immigrés, c'est, on va dire, moins dur sous les gouvernements de gauche et plus systématique sous les gouvernements de droite, avec notamment la circulaire Guéant. Plus récemment, oui, mais même avant, tu avais la loi Pasqua d'un côté, et puis après, je sais pas, quand on se retrouve avec Pierre Jox, on n'est pas du tout dans la même... Je pense que c'est mêlé, puisqu'il y a l'empathie de gauche, en fait, avec une sorte... C'est mêlé un peu de paternalisme, je trouve, parce qu'il n'y a pas réellement de fond, quoi. C'est une forme de, je dirais pas d'hypocrisie, mais des deux côtés, je trouve que c'est dommage, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Saïma ? Moi, je pense que la droite va davantage prôner les valeurs qui sont associées, les valeurs patriotiques, celles qui vont vraiment être associées à la nation, ce qui va faire en fait qu'on va aboutir à une sorte de nationalisme, d'exclusion. Je pense que plus qu'un problème politique, c'est un problème aussi plus social que politique en fait. J'ai l'impression que c'est l'opinion des gens qui change pas et malgré cela, même s'il y a quelques réalisations politiques, j'ai l'impression qu'il faut plutôt aller chercher de ce côté. Sinon, on débat d'une sorte de racisme, entre guillemets. Encore une fois, c'est du racisme à la française, c'est-à-dire que ça va jamais être clair, affiché. On va jamais te dire sale noir ou sale arabe. Ça fini ce temps-là, c'est fini. Maintenant, c'est plus d'où tu viens. Pour moi, rien que la question d'où tu viens, je vois pas pourquoi on me la pose. C'est-à-dire, moi, je viens de Noisy-le-Grand, je vois pas pourquoi on me pose la question. Pierre Emmanuel, on t'a jamais demandé d'où est-ce que tu venais. Voilà. Et tu viens de Noisy-le-Grand Quand tu dis pourquoi on me pose la question d'où tu viens, mais faut pas se voiler la face. C'est une question normale et c'est dans la société française, ça s'est intégré. On est français d'origine, mais on est tous français. Maintenant, il y a aussi le regard qu'ont l'impression qu'on leur porte les immigrés de deuxième ou troisième génération. Parce que maintenant, il y a une sorte de tension qu'on peut ressentir
C'est-à-dire quel genre de tension Le racisme anti-blanc dont parlait par exemple Jean-François Copé, oui, maintenant c'est une résultante du fait que la République n'ait pas joué son rôle. Maintenant on voit qu'il y a une difficulté qui s'est créée de l'autre côté aussi. Et c'est ça qui rend la question de l'immigration encore plus dure maintenant. Parce que ce n'est pas les flux migratoires qui posent problème. Ça, le ministère de l'Intérieur s'en charge très bien. Mais c'est l'intégration au sein de la société. Et des deux côtés, ça se regarde en chien de faïence sans trouver de solution réelle. Tu veux dire que, selon toi, c'est moins une question économique aujourd'hui qu'une question culturelle ? Par exemple, les partis de droite, pour faire la polémique sur l'immigration, vont nous faire un amalgame avec la viande halal. On ne va plus avoir de sujets réellement économiques concrets. On ne va plus nous parler d'immigration choisie, beaucoup moins qu'auparavant, qu'au début des années 2000. C'est parce qu'on lit trop immigré, économie, alors que l'immigré, c'est un problème social. Enfin, je veux dire, c'est avant tout des gens, c'est des individus. Et c'est pas juste un groupe qui vient pour travailler, qui fait du chômage. Enfin, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est cette idée-là, quand ça va mal, les immigrés on veut plus d'eux, quand ça va bien. Au final, là on parle pas réellement d'immigrés, on parle de Français. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et on utilise le mot immigré depuis tout à l'heure. Non, mais il y a des immigrés qui n'ont pas la nationalité française. Après, on peut jouer avec les mots, quoi. Ouais, mais la majorité, ceux dont on parle, c'est ceux qui sont dans les banlieues, c'est ceux qui créent problème, c'est ceux qu'on affiche dans les médias. C'est ceux qui n'arrivent pas à se constituer en vrai mouvement social, et c'est ça le problème. Oui, je vous en prie, Amina Benguigui. Moi, je voudrais intervenir sur ce qu'a dit Raphaël. Oui. Vraiment, je crois que le débat, il est là. Est-ce que la France est prête à digérer sa composante issue de l'immigration, et on va mettre entre guillemets, visible ? C'est-à-dire celle qui ne vous ressemble pas, qui me ressemble un peu plus. On en est à la 3e génération, mais ils sont de plus en plus marqués du doigt. Nous sommes dans le préjugé, dans le racisme. Et vous avez raison, Marc, quand vous parlez, vous avez dit ce n'est pas le racisme frontal, parce que celui-là, vous allez en prison. Mais on est dans un racisme pernicieux, impalpable, qui gangrène la société française. Alors, on parle de différentes politiques d'immigration. J'aimerais qu'on regarde rapidement une photographie de l'immigration contemporaine aujourd'hui. Qui sont ces 200 000 immigrés qui arrivent en France chaque année ? Pour quelles raisons sont-ils là? On regarde, on en parle après. Et sans doute, on va revenir quand même pas mal sur cette question d'immigration économique. Parmi les 5 400 000 étrangers qui vivent en France aujourd'hui, la plupart vient d'Afrique, du Maghreb ou d'Afrique centrale. Un tiers est européen et depuis les années 80, il y a une diversification des lieux d'origine et l'arrivée aussi d'Asiatiques. Chaque année, ce sont quelques 200 000 personnes qui arrivent en France. 90 000 d'entre elles sont venues rejoindre leurs conjoints, leur famille, c'est le regroupement familial. Il y a des réfugiés politiques, minoritaires, mais on compte aussi quelques 60 000 étudiants et 20 000 travailleurs migrants, plus ou moins diplômés. Vous avez à la fois 4 immigrés sur 10 actuellement en France qui n'ont pas de diplôme, mais à la fois un quart des immigrés en France est diplômé du supérieur. Et face à ces différentes réalités, quelle politique migratoire ? De l'immigration zéro, prônée par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur sous les gouvernements Chirac et Balladur, on assiste à un tournant avec, à la fin des années 2000, d'abord défendu par Dominique de Villepin, l'immigration choisie. Choisi est un terme ambigu parce qu'on ne sait pas si c'est choisi par les Français ou choisi par les immigrés. Mais ce qu'on veut dire par là, au fond, c'est qu'il y a une bonne immigration. On laisse une sorte de stigmate sur le reste de l'immigration. Donc de plus en plus souvent dans les années Sarkozy, on va dire on va limiter l'immigration familiale. Au total, l'immigration de travail a un peu augmenté sous M. Sarkozy, mais pas tellement. Et la proportion, si vous voulez, dans l'immigration, la place de la vie familiale reste dominante. Tournant surtout rhétorique donc, mais aussi tactique, lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy crée un ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Ça revenait justement à opposer l'immigration à quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est l'identité nationale? Donc on a commencé à employer des termes déplaisants comme français de souche. Donc ça revenait à traiter deux populations comme étant séparées alors qu'elles sont en cours de fusion.
Les contrôles aux frontières se multiplient, les naturalisations se raréfient. Il y en a 2 fois moins sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a confié au préfet, donc au département, le pouvoir de décider qui aura la nationalité française. Jusque-là, c'était centralisé au niveau de l'État. L'objectif, et c'est l'objectif qui a été atteint par M. Sarkozy et conforté par M. Hollande, c'est de rattacher au ministère de l'Intérieur l'immigration, la nationalité, etc., ce qui ne s'était jamais fait dans notre histoire. Donc maintenant, c'est la police qui dirige l'immigration et la nationalité. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui veut intervenir? Marc? Vraiment, je me pose la question, je ne comprends pas quelle est la volonté politique de faire ça, en fait, je ne comprends pas. Ouais. Vraiment, je ne comprends pas, je ne vois pas quel est l'intérêt politique, quel est l'intérêt social. Ça n'a jamais été évident d'obtenir la nationalité française. C'est-à-dire, je ne parle pas de moi, mais je parle de ma mère qui a demandé la nationalité française. C'est véritablement un parcours du combattant, en fait. Mais ça, c'est avant le changement qui a été fait sous Sarkozy, en fait. Quand c'était encore centralisé. Voilà. De toute manière, c'est c'est-à-dire pas évident. On va essayer de décourager les personnes. Un exemple tout bête, on va dire, on a besoin d'un document A, on apporte ce document, sauf qu'après, on vous dit qu'il y a un document B qui est sorti il y a une semaine, sauf que la personne n'est pas au courant et qu'il faut 1 mois pour obtenir ce document. Donc c'est des petites choses au fur et à mesure qui font que le but est de décourager les personnes. Louise? L'immigration, c'est un problème général, c'est-à-dire qui concerne... Ça redevient un problème tout de suite, là. Oui, c'est une question générale et être français, c'est pas une question de localisation, justement. Être français, c'est le pays tout entier. C'est à partir du moment où on prend en compte une localité, ça veut dire d'une certaine manière, on réduit l'échelle. Et pour moi, être français, c'est une question générale et qui doit être... Pas abordée sur un plan local. Alors par exemple, Louise, quand on parle du droit de vote des étrangers pour des élections locales, est-ce que tu trouves ça logique? Je pense qu'on ne doit pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que soit on lui donne la nationalité, dans ce cas-là, il peut voter de plein droit. Je trouve que donner le droit de vote local à un étranger, c'est juste une méthode intermédiaire pour mettre un pansement sur le vrai cœur du problème, quoi. Yamina Benguigui, pourquoi est-ce qu'on aborde la question de l'immigration beaucoup ces derniers temps au niveau local, et quand on parle du droit de vote des étrangers, eh bien on pense à des élections locales? Quand je pense au droit de vote des étrangers, je pense souvent à nos parents. Et pour, je pense, les jeunes qui sont autour de vous, peut-être à leurs grands-parents. Parfois, ils sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ils ont envie de participer au pays de leurs enfants. Ils se sentent français. Mais il faut aussi les comprendre que tout immigré qui, poussé par le besoin et les nécessités, a dû quitter sa terre. Et là, pour le coup, c'est pas que maghrébin, ni africain, ni européen. C'est universel. On garde un lien à la terre d'origine. Et ça passe parfois par cette nationalité qu'ils gardent, mais ça n'empêche qu'ils ont envie de s'impliquer localement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, immigration et politique, c'est vraiment selon les phases économiques d'un pays, en quelque sorte. Quand ça va mal, les immigrés sont en général mal vus. Quand ça va bien, on a tendance à les oublier un peu. Est-ce que du coup, ça signifierait que l'immigré coûte ou apporte, nous enrichit d'une certaine façon? Noël. C'est souvent ce qu'on entend et on donne des chiffres, mais finalement on se rend compte qu'un immigré apporte autant qu'il prend finalement et donne peut-être plus qu'il prend. Un exemple, un immigré aura plus de facilité à accepter un emploi précaire qu'un Français, et on le voit bien aujourd'hui que ce soit dans les restaurants ou tous les emplois précaires qui puissent exister, on y retrouvera plus facilement des immigrés, et dès lors il y a une stigmatisation qui se fait en fonction de ces personnes, c'est-à-dire ces personnes n'ont pas fait d'études, ces personnes ne sont pas diplômées, ne se sont pas données à l'école, mais finalement ont eu des diplômes mais sont contraints d'accepter ces emplois-là que certains Français n'accepteront pas. Yamina Benguigui, vous souhaitez intervenir par rapport à tout ce qui vient d'être dit par nos étudiants? Il ne faut pas oublier l'origine de la présence de cet immigré, finalement. Il est lié complètement à l'immigration de travail. Et encore une fois, au lendemain des colonies, c'était les 30 Glorieuses, et on avait besoin de bras et de jambes. Et aujourd'hui, la question se pose, c'est qu'il y a des cerveaux dans ces enfants d'immigrés, et c'est beaucoup plus difficile à accepter.
Je voudrais qu'on continue à parler de la question d'immigration, mais dans un monde, dans une réalité qui est bien la nôtre aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde globalisé. Quel sens ça prend aujourd'hui par rapport à notre monde mondialisé? Quand on parle d'immigration, je voudrais qu'on voit un petit peu comment les autres pays gèrent tout cela, et on en reparle après, et surtout de la question des frontières. Sur 7 milliards de terriens, on compte 240 millions de migrants, soit 3 fois plus qu'il y a 40 ans. Face à cette donne internationale, la France de Sarkozy a opté pour une immigration choisie. Mais quid du reste de l'Europe? On veut empêcher les gens d'arriver. Donc le contrôle, il ne se fait pas à la frontière, encore moins après, mais il se fait en amont, au consulat, en demandant toutes sortes de papiers, toutes sortes de documents. Ou alors, carrément maintenant avec Frontex, qui est une agence européenne avec des opérations maritimes, en Méditerranée ou dans la mer Adriatique, pour repousser les gens qui essaient d'arriver. Une politique pour repousser et dissuader donc. Pour autant, chaque pays possède ses propres critères de sélection, car l'Europe a besoin d'immigration. Le Royaume-Uni et l'Allemagne privilégient une immigration avant tout économique en instaurant un système de permis à points. Diplôme, profession, langue, âge, tout y passe. Les mieux notés seront les heureux élus. Autre système pour l'Italie qui favorise la signature d'accords bilatéraux de main-d'œuvre avec l'Albanie ou la Roumanie pour faire venir des travailleurs dans des secteurs comme l'agriculture. Immigration économique aussi pour les États-Unis, le Canada ou l'Australie, mais l'intention est autre. Ce sont de vastes territoires qui demandent encore à être peuplés. Il s'agit d'avoir des profils choisis pour contribuer à constituer la communauté nationale. Le critère essentiel, c'est l'âge et la qualification, bien sûr la langue parlée, le désir de s'installer dans le pays, pour faire des nouveaux citoyens. Avec la crise économique de 2008, c'est l'apparition d'un phénomène nouveau au niveau mondial. Les migrations ne se font plus uniquement des pays du Sud vers les pays du Nord, mais aussi vers d'autres pays émergents. Aujourd'hui, quasiment la moitié des migrations se font vers le Sud. Les migrants ont peu de droits. Et ça, c'est la grande différence quand même avec les pays du Nord, même s'il y a beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme dans les pays dits du Nord. Au Sud, dans l'ensemble, beaucoup de migrations se font dans la clandestinité totale, parce qu'il n'y a pas de politique migratoire. Et puis, pour les autres, quand c'est vraiment une immigration de travail, ce qui est le cas par exemple des pays du Golfe, là, on est traité comme une main-d'œuvre presque servile. Et devant ces chassés-croisés de la population, la question se pose. Les frontières ont-elles vraiment encore un sens? Quelle est ta lecture, toi, sur cette question de frontières? Pour moi, c'est que ces frontières, justement, elles sont, si je peux dire, semi-fermées. C'est-à-dire qu'elles vont être totalement fermées, elles vont de plus en plus fermées pour la main-d'œuvre non qualifiée. Mais d'un côté, dans tous les grands pays développés, la France en premier, quel que soit le gouvernement, on va être prêt à accueillir la main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, qui peut faire le même travail, pas forcément pour le même prix, des fois pour un peu moins cher. Donc les élites fuient le pays. Nous, on va en profiter, mais le pays d'où viennent les émigrés ne va pas se développer. Il y a les contrastes de développement qui vont se maintenir. Et au final, on ne va pas résoudre le problème de l'immigration en leur piquant leurs élites indéfiniment. Donc pour moi, c'est pas du tout une solution de... Toi, tu vois à long terme? Bien sûr qu'il faut voir à long terme, parce que l'immigration, c'est un problème qui date et on voit qu'il n'est pas prêt d'être résolu. Il y a un peu un paradoxe, en fait, c'est-à-dire que d'un côté, dans un monde mondialisé, il y a ce phénomène d'ouverture des frontières qui fait que justement tout le monde a cette possibilité de se déplacer, d'aller à la rencontre d'autres cultures, mais paradoxalement, ce sont des frontières qui restent tout de même fermées, puisque justement pour accueillir un immigré, un pays va mettre en place un certain nombre de normes, de conditions qui trahissent cet idéal de monde globalisé dans lequel tout le monde aurait accès à tout. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'il y a les frontières géographiques, les frontières politiques, et puis il y a autre chose aussi qui se tisse petit à petit et qui fait que les frontières sont peut-être pas forcément les mêmes, Raphaël? Les frontières déjà, elles ont changé. Déjà maintenant, on est dans l'Union européenne, on a signé l'accord Schengen. Ça implique que tous les citoyens de l'Union européenne peuvent venir chez nous, donc déjà on est plus ouvert. On accorde le droit de vote à ces personnes et
de l'Union européenne avec qui on n'a pas forcément des liens, je pense aux pays de l'Est, on n'a pas forcément des liens historiques avec eux, alors qu'on a une histoire coloniale avec d'autres pays dont on ne reconnaît pas le vote. Voilà ce qui semble créer un paradoxe dans l'application des nouvelles frontières dans le monde mondialisé. Yamina Benguigui. Je pense qu'il faut organiser une meilleure mobilité. Et il faut que la France enlève ses peurs. Aujourd'hui, un étudiant francophone, un étudiant sénégalais peut venir 3-4 ans chez nous. Et nous savons que nous pouvons aussi investir de l'autre côté pour nos entreprises françaises. On n'a jamais pensé l'économie de l'autre côté avec nos préjugés. On a toujours eu une politique comme ça de bloquer. Alors qu'aujourd'hui, il peut y avoir aussi une circulation. Celui qui a envie de venir aussi en France n'est pas là forcément pour prendre le boulot de quelqu'un ou pour s'installer ou pour quitter son propre pays. Nous devons aussi d'aider à ce développement-là. Peut-être revoir aussi les notions des frontières. On a parlé d'immigration, on termine sur la question de l'émigration, sur l'échange dans ce monde globalisé. Merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à cette discussion, de m'avoir enrichi, d'avoir apporté vos éclairages, vos connaissances, vos ressentis. Merci Madame la Ministre, merci Yamina Benguigui. Et puis à bientôt. À bientôt. On a, à cause de nos préjugés, mis des croix sur des continents entiers. L'émission est terminée. Bon, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez quand va arriver François Hollande? En France, on dit qu'il manque de charisme, mais à l'étranger, il n'en a pas du tout. Peu charismatique, passe-partout. Les humoristes sont-ils particulièrement durs? Avec François Hollande, quels traits de son caractère mettent-ils en avant et quelle image donne-t-il d'un pouvoir en pleine tourmente? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les marionnettes, pastiches et caricatures de François Hollande et de ses amis socialistes. Déshabillons-les, samedi à 23h45 sur Public Sénat. Voilà, on refait la séance, on refait donc les questions d'actualité au Sénat. Des questions d'actualité qui ont été marquées par un hommage solennel dans l'hémicycle. Après l'agression mortelle de Clément Méric, cet étudiant de 18 ans agressé à Paris hier soir, Jean-Marc Ayrault a pris la parole dans l'hémicycle pour un hommage solennel. On l'écoute. Qu'il est important que la représentation nationale s'exprime de façon solennelle et sache se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire de défendre sans faiblesse, sans hésitation, sans aucun doute, les valeurs républicaines. Ce qui s'est passé hier soir, dont nous avons eu connaissance tardivement, mais dont les radios et les télévisions ont parlé tôt ce matin, c'est-à-dire la mort d'un jeune homme, Clément Méric, victime d'une agression, victime d'un crime odieux, hier, a profondément troublé les Français, les a indignés. Pas seulement nous, les membres, vous, les membres de la représentation nationale ou les membres du gouvernement, mais les Français dans leur immense majorité, qui ne se reconnaissent pas ni dans la haine, ni dans la violence, qui la refusent et qui veulent qu'on la combatte avec la plus grande fermeté. Je tiens à le dire ici devant mesdames et messieurs, vous les sénateurs, c'est la volonté du gouvernement, c'est l'engagement du gouvernement, il est total et il sera sans faiblesse. J'ai été informé juste avant cette séance par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que
les auteurs présumés de ce crime avaient été arrêtés. Ils sont plusieurs. Je fais toute confiance à la direction régionale de la police judiciaire sous l'autorité du parquet pour mener au bout cette enquête. Je ne doute pas que la justice fera preuve de la plus grande sévérité, tout simplement en application des lois qui sont celles de la République. Mais c'est vrai qu'en cet instant, comme vous, je pense aux parents de Clément Méric.